David Andersen Stewart, bonjour. Bonjour. Je suis trop heureux de t'avoir sur ce podcast. Surtout que ça a été organisé vraiment, on va dire, à l'arrache. C'est-à-dire que je t'ai chopé à un dîner de passionnés grâce à Thierry de Passion Horlogère. Du coup, merci de nous accorder du temps au pied levé suite à ton passage au Geneva Watch Days. Je me suis un peu renseigné sur toi, du coup. Alors, j'ai eu très peu de temps. Ça s'est passé cette nuit et ce matin. Je sais que tes parents sont français et anglais. Oui. Que tu as vécu à Londres. J'ai toujours vécu à Londres, oui. Ok. Et que tu as été avocat. Oui. Alors, est-ce qu'on peut un peu parler, parce que moi j'aime bien dans mes interviews parler surtout Bien sûr. Des hommes qui font les marques. Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut commencer par ton parcours, toi, académique? Oui, j'ai toujours vécu à Londres, Okay. parce que mon père est anglais. Ok. Et ensuite, j'ai fait des études de droit. Ok. Et je suis devenu avocat d'affaires dans un cabinet américain. Ok. Et j'ai fait 4 ans de ça, mais à la fin, j'en pouvais plus, parce que c'est le genre de cabinet qui te fait travailler comme un chien. Ok. Tu rentres à 2h du matin, tu travailles tous les week-ends, ils te font croire que c'est absolument normal. Mais j'ai beaucoup appris. Après, tu acquiers une expérience extraordinaire. Mais au bout de 4 ans... Tu as travaillé où dans ce cabinet? Dans un cabinet américain à Paris. À Paris, déjà. Oui. Ok. Et un de nos clients m'a proposé de rejoindre son groupe en Russie. D'accord. Donc c'était vachement excitant, c'était un déménagement à l'étranger, un pays très exotique, mais pas si loin que ça finalement, 3 heures d'avion. Bien sûr. On pouvait revenir pour les week-ends, pour des mariages, ok. à Londres ou à Paris. Et donc je suis parti, et là j'ai commencé à travailler dans une banque, qui au bout de 3 ans, ça a fait faillite. Alors c'était à Moscou, à Moscou. Ok. Et j'ai trouvé que 3 ans c'était court. La Russie, c'est un pays énorme. J'avais jamais été en Sibérie, j'avais jamais été dans le Grand Nord. Il y a plein de trucs à visiter encore. T'étais marié? J'étais marié déjà, oui. Je suis parti avec ma femme. Et j'ai décidé de rester. Mais plus en tant que salarié dans un groupe. Je voulais faire un truc pour moi-même. Et l'entrepreneuriat. Ouais. Mais surtout, ce qui m'amusait, c'était comme tous les expats en Russie, j'ai toujours été très intéressé par le design soviétique. Les soviétiques avaient un design qui avait une gueule incroyable. Bien sûr. Par exemple, si tu fais des recherches aspirateurs soviétiques, tu verras des trucs qui sont dingues, ça ressemble à des fusées spatiales. Et même les posters, moi je vois des posters avec des posters avant-gardistes. Ouais, ils ont un style qui est très particulier. Et ce qui m'avait surpris à l'époque, c'est qu'il n'y avait aucune marque soviétique avec un style soviétique. Et la raison pour ça, c'était encore il y a 12 ans, le pays avait encore honte de lui-même. Tout le monde voulait acheter des produits étrangers, des montres étrangères. Toutes les femmes voulaient épouser des Américains. Les hommes voulaient déménager à la City à Londres. Et donc, c'était pas cool de porter des produits russes. Donc, il n'y en avait pas. Et j'ai commencé à chercher quel produit soviétique, quelle marque soviétique je pourrais relancer et repositionner. Tu vas beaucoup trop vite, David. Là, tu es déjà sur Raketa, là. Du coup, sur la recherche du coup, de business en entrepreneuriat. Mais j'ai mis pas mal de temps à trouver quoi faire. Je connaissais rien en montre, rien. Mais alors, justement, j'aimerais bien connaître un peu ce milieu entrepreneurial russe. On est en quelle année, là? C'était en 2010. 2010, donc tu finis ta mission dans la banque puisqu'elle fait faillite. Elle fait faillite. Et là, j'ai le choix. Soit je rentre en Europe, soit je reste encore un peu en Russie. D'accord. Et j'ai fait le choix de rester parce que je considérais que j'avais rien découvert de ce pays encore. Ok. Et l'ambiance, c'est comment, du coup? L'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu utilises ton réseau du coup bancaire, ton réseau d'avocats d'avant? Non, c'était une approche, une démarche complètement naïve. Je connaissais rien dans l'entrepreneuriat. D'accord. J'avais confortablement gagné ma vie, donc j'étais pas pressé. J'avais toujours la possibilité de redevenir avocat ou de faire autre chose, de redevenir salarié. Mais je me donnais la possibilité pendant 1 an de chercher à faire quelque chose. Mais de manière extrêmement naïve, mon seul objectif était de trouver une marque soviétique cool et de la repositionner. C'est tout. Et avant de trouver Raketa, est-ce que tu peux nous parler un peu des pistes que tu as eues avant? Mais justement, les aspirateurs.
Les aspirateurs, Ouais, d'accord. alors je conseille à tout le monde d'aller taper sur Google aspirateur soviétique Ok. et chercher sur image, c'est très très cool. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a des gramophones, des appareils photo, à peu près tout ce que les soviétiques faisaient, Ok. avait un design avec une gueule très très incroyable qui se distinguait de tout ce que j'avais vu à l'étranger. Ok. D'accord. Et un jour, je passais des vacances chez mes parents dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn-et-Garonne. Ok. Et j'ai un copain français collectionneur de montres russe Ok. qui m'a dit tu devrais regarder du côté des montres parce qu'il faisait des montres très cool. Ok. Et il y a beaucoup de collectionneurs de montres soviétiques dans le monde entier. Ok. Et c'est la première fois que j'entendais parler de montres soviétiques. C'est pas exactement vrai. J'avais déjà remarqué que quand des copains français ou anglais venaient me voir à Moscou, Mhm. ils cherchaient, tous les touristes veulent partir avec un souvenir. Ok. Et en Russie, il n'y avait vraiment rien à acheter à part des chapkas et des matryoshkas. Ok. Il n'y avait vraiment rien d'autre à acheter que des montres soviétiques. Et j'ai remarqué que pas mal de mes copains cherchaient des montres soviétiques. Ok. Mais j'avais pas fait attention. Et ce copain m'a dit regarde du côté des montres, c'est très cool. Ok. Donc je suis revenu en Russie, j'ai fait ma petite recherche. J'ai remarqué que la plupart des grosses manufactures soviétiques, puisqu'il y en avait beaucoup à l'époque, Ok. n'avaient pas survécu à la transition du marché communiste à l'économie capitaliste. Ok. Donc c'était écroulé. Et il en restait deux en gros, c'était Vostok Ok. et Raketa. Et évidemment, j'ai choisi Raketa parce que Vostok, c'est dans le Tatarstan, c'est hyper loin. Ok. Alors que Raketa, c'est Saint-Pétersbourg, une des plus belles villes du monde. Merveilleux. Donc j'ai pris l'avion, je suis allé voir et j'ai découvert un truc incroyable. Et par exemple, les deux étaient potentiellement achetables. Je ne suis même pas allé voir Vostok. Ok. Oui. Vraiment. Mais à mon Tatarstan, avis, à c'était l'époque, pas- tout était achetable. Ok. Mais il faut juste imaginer l'époque. Personne ne voulait de montres russes. Les Russes ne voulaient pas de montres russes. Ok. Quand j'ai visité Raketa, ils étaient en train de mourir. Ok. Et ok. Et il n'y a pas un peu, même pas un peu cet esprit patriotique qui pourrait y avoir, qu'on pourrait imaginer en Russie en se disant bon, bah, quand même, on va consommer Non. russe ou on va pas donner de la thune à des Non, Rolex ou à non, des non, Patek. non. Mais il faut imaginer, ils sortaient de 70 ans, 75 ans de communisme où ils n'avaient accès à rien, Ok. à aucun produit de bien consommation occidentale. Ok. Et soudain, on leur a donné accès à tout. Et c'est comme des enfants, vous savez, ils veulent tout ce qu'ils n'ont jamais eu. Ok. Non, ils voulaient tous, ils voulaient que des marques étrangères, que des montres étrangères. Ok. Ils Ils voulaient de tous- l'export quoi. Enfin ils l'import. voulaient Du tous coup. déménager à l'étranger, ils étaient tous fascinés par l'étranger. Non, Ok. c'était vraiment cette mentalité-là. Et donc du coup tu trouves Raketa et Et tous mes copains russes à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit mais t'es taré, enfin, on est copains avec toi, mais jamais on portera une montre russe, c'est la honte absolue. tes potes russes. Mes potes russes, ouais. D'accord. Mais ça, c'est il y a 12-13 ans. Et alors ok. Alors bah, c'est Entre-temps, intéressant. les mentalités ont changé. Hein. Mais tes potes russes, ils portaient quoi par exemple? Ils portaient que des montres suisses. Ok. Mais là, on parle de Russes. Alors évidemment, dans les régions, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter des montres suisses. Bien Mais sûr, bien sûr, bien sûr. à Moscou aussi. Ok. Très bien. Et bah, raconte-nous un peu le process. Comment est-ce qu'on rachète une marque russe aujourd'hui? Enfin, Oui. une manufacture russe. Je ne l'ai pas racheté, vraiment, je l'ai ramassé par terre. Il faut imaginer, personne n'en voulait, ils étaient en train de mourir. Cette manufacture qui, à l'époque soviétique, avait 7000 spécialistes qui produisaient 5 millions de montres mécaniques par an. Ok. Elle en était réduite, il n'y avait plus qu'une trentaine de vieux spécialistes, très âgés, qui travaillaient dans des conditions effroyables, avec des courants d'air. Le chauffage ne marchait pas, en hiver, ils assemblaient avec des gants. Enfin, c'était l'horreur absolue. Ok. Mais ils avaient gardé une ligne de production entière. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les marques suisses qui étaient passées par là, qui avaient racheté toutes les machines. Mais ils avaient intelligemment conservé une ligne de production et ils continuaient à travailler. Et ils avaient gardé aussi tous les plans Ok. et tout le savoir-faire. C'est qu'il restait des spécialistes dans à peu près tous les départements. Mais du savoir-faire oral du coup. Enfin, est-ce qu'il y avait une knowledge base avec Bien je sais sûr, pas, non, un- mais le plus important, c'est les plans, les plans papier. Ok. Tout était sur papier, il n'y avait pas d'ordinateur. Ok. Et le process technologique, c'est des centaines de bouquins écrits Ok. qui expliquent pas par pas qu'est-ce qu'il faut faire pour produire une pièce et produire toutes les pièces et assembler les pièces. C'est comme des instructions précises pas par pas. Ok. Et sans ça, s'ils n'avaient pas conservé ces plans et ce process technologique sous forme de cahier, Ok. tu peux avoir toutes les machines du monde, tu pourras rien produire avec. Parce qu'une machine, c'est qu'une machine. Alors, les tutos, je les appellerais en forme de cahier, c'est bien, mais j'imagine qu'il fallait aussi l'expertise humaine Oui, pour mais justement appliquer ça. Il restait 30 Ok, spécialistes horlogers. ok, c'est toute la valeur du coup de Raketa à ce Ouais. moment-là quand tu. Mais en fait, il restait plus que ça, parce que tous les autres étaient déjà partis, Ok, mais ils habitaient encore dans la ville. ok, Donc avec le temps, j'en ai récupéré beaucoup qui sont revenus. ok.
Ok, ok. Donc Et, j'avais accès, et personne n'en voulait de cette manufacture, donc je ne l'ai même pas rachetée, je l'ai ramassée, elle traînait par terre. ok, très très bien. Et ça Et appartenait à qui? ça appartenait à... Si tu Ça- peux le dire, hein. Non, non, ça appartenait à quelqu'un ça appartenait en fait à certains horlogers Ok, qui continuaient de manière complètement irrationnelle à produire et assembler des montres. ok, Et ils le faisaient vraiment parce que c'était leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné quand j'ai découvert le monde de l'horlogerie, c'est la passion que ces horlogers ont pour leur métier. J'avais jamais vu cette passion en tant qu'avocat, en tant que banquier. Je l'avais jamais vu nulle part. Et eux, c'est des gens qui, dans des conditions très dures, sans vraiment être payés, continuaient tous les jours à venir ok, et à produire et assembler des montres. ok. Et c'est vraiment eux qui ont sauvé la manufacture. Donc ça appartenait à l'un ou deux d'entre eux, mais je sais pas comment. Il y a des privatisations, des reprivatisations. C'était. Et en Russie, c'est simple de récupérer une boîte? Ouais, Et c'est safe bien sûr. pour tous les entrepreneurs qui nous Non, écouteraient, alors qui moi, voudraient peut-être se lancer. Parce Non. qu'on imagine que peut-être on peut se faire un peu avoir, on peut se faire. Voilà. Non, évidemment, tout le monde à l'époque parlait de mafia, de Ouais. corruption. Euh, J'osais pas le dire. alors personnellement, j'ai jamais eu de problème, Ok. mais c'est peut-être parce que l'avantage de Raketa, c'est que aucun Russe n'y croyait à cette Ok. aventure. D'accord. Et donc on passait complètement sous le radar. Ok. Mais en 14 ans, j'ai jamais eu le moindre problème de corruption, de bakchich à payer, de rien, rien. Et travailler avec des Russes, c'est comment? Au début, c'est compliqué. Enfin, c'est surtout compliqué parce que moi, qui ne viens pas du monde de l'horlogerie, je connais rien à l'industrie, je connais rien à l'entrepreneuriat, je me retrouve à la tête de tout ça. Et mon audit a consisté à me balader dans la manufacture, à ramasser quelques montres. Je voyais que les aiguilles tournaient autour du cadran, je voyais que ça faisait TikTok. Je me dis super, ça marche. Je vais Ok. faire un peu de redesign et puis ça va marcher. J'avais Ok. complètement sous-estimé à quel point personne ne voulait de montres russes. Le seul marché pour les montres russes à l'époque, c'était les touristes qui étaient prêts à payer quelques centaines d'euros pour une montre russe. C'est-à-dire que Raketa était tombé vraiment très bas. C'était quoi le réseau de distribution à l'époque? C'était des petits magasins dans le métro, enfin, c'était tombé vraiment très très bas. Ok. Et j'avais complètement sous-estimé la production aussi. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a très très peu de marques horlogères qui ont leur propre manufacture. C'est juste horriblement compliqué de produire des montres mécaniques. C'est quasiment, je dirais aujourd'hui sans exagérer, que c'est quasiment aussi compliqué que d'envoyer une fusée dans l'espace. C'est vraiment Ok. très... Et ça, je comprenais pas du tout. Et j'ai mis vraiment 1 an, 2 ans à comprendre à quel point il n'y avait pas de marché pour les montres russes. Et en tous les cas, à un prix plus que, je dis n'importe quoi, 200, 300 euros. Et à quel point c'était compliqué de produire des montres mécaniques. Et à quel point j'allais devoir investir de mon temps, de mon énergie et de l'argent aussi dans la modernisation de l'outil de production. Ok. Et est-ce qu'à un moment, c'est offerte l'opportunité pour toi de éventuellement abandonner cette idée d'être une marque Mais 10 fois par an. manufacture 10 fois par an. et 10 fois par an jusqu'à l'année dernière. t'achètes du Miyota, t'achètes du Soprod et tu te dis bon vas-y, Ouais. je me ça là-dedans, on garde l'ADN, Ouais. l'ADN Raketa, le design et on arrête de s'emmerder avec les mouvements. Non, non. De toute façon, la production, c'est que des emmerdes. J'ai beaucoup d'amis suisses qui produisent en Suisse aussi. Ok. Je sais pas, ils font du taillage, ils font du roulage, ils font des trucs. Ben, c'est que des problèmes. Tu as toujours la machine qui se casse, tu as toujours le spécialiste qui s'endort, tu as toujours ton fournisseur de matières premières qui va t'envoyer des barres de laiton qui sont pas exactement du bon alliage. Mais nous, c'était beaucoup plus compliqué que ça. On avait des machines de l'époque soviétique. J'ai un parc de 500 machines, pardon. De l'époque soviétique, c'est des machines que plus personne n'utilise en Suisse quasiment. Ok. Et là, quand j'ai compris qu'il y avait des problèmes à la production, je leur ai demandé mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et ils m'ont dit, évidemment, les Russes, voyant un étranger arriver, ils m'ont dit il faut acheter des machines suisses. Ok. Évidemment, parce que pour eux, c'est la solution de facilité. Donc je suis allé en Suisse, j'ai vu que chaque CN suisse coûtait entre 500 000 francs suisses et 1 million de francs suisses. Évidemment, je n'avais pas les moyens pour ça. Je suis revenu à la manufacture. Et quand j'envoyais ma famille en Angleterre ou en France pour les vacances, moi, je passais tout l'été à la manufacture, à travailler dans tous les départements, derrière chaque machine, à essayer de comprendre c'était quoi le problème. Et ce dont je m'en suis rendu compte, c'était que c'est jamais vraiment le problème de la machine. C'était le problème des outillages, des posages, de l'environnement de travail, les températures, la saleté, et plein d'autres facteurs que les machines elles-mêmes. C'est des machines increvables, c'est des machines soviétiques qui n'ont pas d'électronique, elles n'ont pas de logiciel, c'est pas des CNC.
Donc, il y a suffit de bien les maintenir. Il n'y a pas d'obsolescence finalement. Ouais, et dans 100 ans, elle marchera encore. Ok. Et dès qu'il y a une pièce détachée qui se casse, on la refait. Parce que c'est du métal, en fait. Et ça, c'était un choix, une décision très, très dure. C'était un moment où je me suis dit, est-ce que je la ferme ou pas, cette manufacture? Et d'autant plus que j'avais compris en visitant la Suisse, parce que je commençais à m'informer un peu sur les montres. Je ne savais même pas c'était quoi la différence entre du quartz et du mécanique. Un des horlogers a dû m'expliquer. Wow. À quel point j'y connaissais rien. Ok. Et les Suisses m'ont dit, mais laisse tomber cette manufacture, c'est complètement obsolète, c'est des vieilles machines. Si tu n'as pas les moyens d'acheter des machines suisses, de produire à la Suisse, tu fermes la manufacture, tu achètes tout en Suisse, tu achètes tout en Japon, en Chine, et puis tu gardes un petit atelier que tu montres aux gens, et de toute façon, ils ne comprendront rien, et tu dis que tu produis encore un peu quelque chose. Okay. Mais ça, c'était au bout de 2 ans, de 2-3 ans. J'avais compris qu'en termes de construction de marque, cette manufacture, c'était l'âme du projet. Okay. Et la vision que j'avais dès le départ, mais encore une fois de manière super naïve, c'était que ce qui rendrait cette marque intéressante, ce qui la distinguerait de toutes les autres marques qui existent, c'est justement qu'elle se positionne comme une marque russe. Okay. Produite en Russie, qui raconte des histoires russes avec des designs russes. Et c'est ça qui nous permettrait de ne pas être juste une énième marque dans la masse des montres qui existent, okay. mais une marque qui se différenciait, qui se distinguait de la masse. Okay. Et ça a tout de suite marché d'ailleurs, parce que quand j'ai commencé à participer à des salons horlogers en Suisse, que ce soit Bâle ou les autres, c'était incroyable. Juste parce qu'on était russe et qu'on faisait venir d'ailleurs des hôtesses assez charmantes de Russie avec nous. Ça marche toujours. Les gens... Alors, il faut imaginer, c'est des rangées de marques suisse, allemande, suisse, et raquettes russe. Et les gens, ça attire le regard. Bien sûr. Donc, en termes de marketing, c'est énorme. Ok. Ouais. Et tu me parlais d'une deuxième manufacture, du coup, dans le Tatarstan. Vostok. Ok. Vostok. Elle existe encore? Elle existe encore. Ok, donc il y a toujours 2 manufactures en Suisse. Il y a 2 manufactures en Russie, excuse-moi. Et il y a quelques horlogers indépendants, genre Check-in. Ok. Check-in, c'est un génie horloger qui produit des complications absolument incroyables. Voilà. Ok. Donc, tu te lances là-dedans. J'ai regardé un peu, du coup, 2021, ça a été les 300 ans. En 2021, on a fêté les 300 ans de la manufacture. Okay. Ce que j'ai découvert aussi par la suite, c'est que cette manufacture n'avait pas commencé à l'époque soviétique. Elle avait commencé il y a 300 ans. Elle a été fondée par l'empereur Pierre le Grand. C'est l'empereur le plus connu de Russie quasiment, qui a fondé la Russie moderne. Ok. C'est l'équivalent du Louis XIV en gros. Ok. En termes de notoriété. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je me suis dit, waouh, c'est incroyable comme histoire. Et donc, j'ai fait appel à des historiens qui ont creusé dans les archives. Donc, c'est une histoire absolument dingue. Et par hasard, donc, 2021, c'était les 3 centenaires. Donc, un peu pour commencer à communiquer sur ces 300 ans, on l'a fêté de manière assez grandiose. Et Day One, elle faisait quoi, cette manufacture? C'était une manufacture lapidaire qui faisait des objets incroyables en pierre précieuse, semi-précieuse, des sortes de vases monumentaux, des mosaïques pour des tables en pierre. Tout ça, ils faisaient ça pour les empereurs, pour la noblesse. C'était des objets qui étaient exportés. On les trouve jusqu'à aujourd'hui au palais Buckingham à Versailles, dans les palais princiers en Italie. C'était des cadeaux qui étaient offerts comme des cadeaux diplomatiques. Okay. Et c'était à l'époque, jusqu'au XIXe siècle, les objets lapidaires en pierre, c'était considéré comme le summum du luxe. C'était très très compliqué à faire. Okay. Et donc à la Révolution, la demande pour des objets en luxe comme ça, pour les empereurs et les autres, évidemment, disparaît. Bien sûr. Les dernières grandes commandes que la manufacture reçoit, c'est le mausolée de Lénine, l'étoile en rubis rouge sur le Kremlin. Okay. Et après, la manufacture se dit, bon, il faut que soit on meurt, soit on s'adapte à la nouvelle économie soviétique, qui n'est plus dirigée vers les élites, mais vers le peuple. Okay. Et comme ils savaient tailler des pierres, travailler la pierre, ils ont commencé à faire des pierres en rubis pour l'horlogerie soviétique. Ok. Et ensuite, ils ont commencé donc, elles fournissaient toutes les manufactures de montres en rubis, parce que là, j'ai 24 rubis dans ma montre. Okay. Toutes les montres mécaniques ont des rubis. Et ensuite, ils ont commencé à faire des mouvements, et ensuite, ils ont une marque et une deuxième marque, et finalement, ils ont C'était quoi la première marque, du coup, j'avais vu Pobeda. Ok. Pobeda, en 1945, et la deuxième marque, c'est Raketa en 1961, ok. En l'honneur du vol de Gagarine dans l'espace, qui a été le premier homme à monter dans l'espace. Et les Soviétiques ont considéré que c'est un événement tellement extraordinaire pour l'humanité qu'ils ont créé
La marque Raketa qui veut dire fusée spatiale. Donc la première montre à avoir Oui. voyagé dans l'espace. Non, il portait pas de montre. Ok. La marque a été créée juste après. Ok. Mais Ok. elle a même date en 61. D'accord. Voilà. Et donc le lien entre Pierre le Grand et nous aujourd'hui, c'est les pierres. Très bien. Je porte toujours 24 rubis à Ok. mon poignet. Ok. Et donc cette manufacture lapidaire s'est transformée en manufacture horlogère Ok. par les pierres. C'est ça le fil directeur. Génial. C'est beau, c'est poétique. Et du coup, ce lien avec l'espace, ça a été gardé. Bien sûr, Raketa a toujours fait des montres pour cosmonautes, a toujours fait Qu'est-ce que ça veut dire, Raketa? C'est une fusée spatiale. Ok. Ouais. En russe. Aussi simple que ça. Ok. Une fusée spatiale. Donc vraiment dans l'ADN, il y a l'espace. Et Raketa a toujours fait des montres pour on dit cosmonautes en russe. Ok. Cosmonautes. Juste pour rappel du coup. Alors, cosmonautes, c'est les Russes. Astronautes, c'est les Américains. C'est les Américains et les Européens. Alors, les France spationautes, je sais plus. Les spationautes, c'est les Chinois. Les... Ah. C'est les Chinois. Et les taïkonautes, du coup, c'est quoi? Ah non. Peut-être c'est les Alors taïkonautes, les Chinois peut-être. Peut-être. Mais non, mais en France, on dit astronaute, non? Je sais pas. J'ai un doute, mais je crois qu'on dit astronaute aussi. En tout cas, en russe, c'est cosmonaute. Cosmonaute. Voilà. Ok. Et donc, il y a toujours eu des montres pour cosmonautes. Et nous, on a continué cette tradition. On a fait des super montres pour cosmonautes. Ok. Et là, on est en train de travailler sur une montre qui sortira un jour. Pour les cosmonautes, ok. Mais on faisait pas que des tool watches pour des cosmonautes, des montres vraiment qui vont dans l'espace. Notre dernière est montée dans l'espace. Donc on a elle est vraiment. D'ailleurs, pendant qu'on parle, elle est portée par des cosmonautes russes dans la station spatiale internationale. Quel modèle? La Space Launcher. Ok. Mais c'était une édition limitée Ok. et elle est terminée. Mais tous les astronautes russes en ont et je sais qu'ils les portent parce qu'on a des films Ok. qui nous envoient régulièrement et puis on est en contact avec eux. Mais on fait aussi des montres qui liées à l'espace. Donc c'est pas des tool watches pour le cosmos. Ouais. C'est plus des montres liées à l'espace comme la fameuse Copernic, Ok. la Russian Code où toutes les aiguilles vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour Ok. reprendre le mouvement des planètes autour du Soleil. Ok. Donc il y a toute une thématique du cosmos qui est très importante pour Raketa parce que ça fait partie de son ADN. D'accord. Et du coup, parlons-en de la gamme Raketa aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes? Parce que j'ai l'impression que justement le catalogue est pas énorme. Donc, non, on a très peu de modèles. Je crois qu'on a 9 modèles actuellement. Ok. Ça, c'est une grosse erreur que j'avais faite au début. J'essayais de plaire à tout le monde. J'essayais d'écouter le point de vue de tous les gars, de tous mes amis, de tous les Suisses qui venaient me voir, qui me disaient « Ah, ça, je porterai jamais » ou « Ça, je te conseille de changer ça ». Et j'avais, dans la collection, on avait 20, 30, parfois 35, 40 modèles. C'était ridicule. Et ça a dilué complètement l'identité de la marque. Ok. Et l'autre erreur que j'ai faite au début, c'est d'essayer de... C'est quoi l'identité de la marque là? L'identité de la marque, c'est une marque russe Ok. qui est produite en Russie et qui raconte l'histoire des aventures, des exploits humains du peuple russe. Ok. Que ce soit lié au cosmos, à la conquête spatiale, aux sous-marins, aux explorateurs polaires, à l'art avant-gardiste, au design russe. Ok. Et l'erreur que j'ai faite au début, c'est de ne pas oser ressortir des designs de l'époque soviétique, parce que c'était vraiment la Big Zero, par exemple. Ok. C'est un des modèles les plus connus de Raketa, Ok. avec des chiffres, des grands chiffres, des index très agressifs, un grand 0 à la place d'un 12, et ça, je me dis, c'est un peu... J'ai pas osé le sortir. Donc j'ai réduit Elle les est merveilleuse en plus. Moi, je la trouve beaucoup plus équilibrée qu'avec un 12, par exemple. Bah oui. Et donc moi, ce que j'ai fait au début, mais quand j'y pense, ça me fait rire, on a réduit les chiffres, donc c'est tout petits chiffres, et on a mis du guillochage. Parce que j'étais allé voir à Genève, à Bâle, et j'ai vu que le guillochage, j'y connaissais rien, hein, mais j'ai vu que tout le monde avait du guillochage. Ok. Donc je me dis, pour que ça passe mieux, on va camoufler trop cette identité un peu bizarre russe, et on va mettre du guillochage. Ok. Maintenant, quand j'y pense, j'ai des frissons dans le dos, et c'est que récemment, il y a 4 ans, qu'on est revenu aux origines, c'est la Big Zero. Assumé. Donc, et on a réduit notre collection, on n'a plus que 9-10 modèles, Ok. et c'est que des modèles qu'on a sélectionnés comme représentant vraiment l'ADN de la marque. Et tous ces modèles sont basés sur des designs de l'époque soviétique, à partir desquels on s'inspire. Et en fait, on n'a rien inventé. L'aiguille de l'avant-garde, celle-ci, avec le triangle rouge, elle existait à l'époque soviétique. La Big Zero existait à l'époque soviétique. Ok. Tous nos modèles pour explorateurs polaires, à 24 heures, existaient à l'époque soviétique. La montre avec les aiguilles qui vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la complication a été développée à l'époque soviétique. Donc on n'a aucun modèle juste normal, c'est que des modèles Raketa vraiment de l'époque soviétique et on n'a aucune montre juste normale.
Est-ce que tu pourrais... Normal dans le sens Bien sûr, bien sûr. européen du terme. Oui, 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 oui. Mainstream qu'on peut connaître sur le marché. Tu peux nous expliquer du coup, les complications et leur intérêt sur des use cases précis, par exemple celle qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou alors qui vont dans le sens classique, hein, c'est peut-être les montres suisses qui vont dans le sens inverse d'une raqueta. Mais la complication justement qui va dans le sens inverse, oui. Ils l'ont développée dans les années 80, mais ils n'ont jamais eu le temps de la produire parce que l'Union soviétique s'est écroulée, puis ils n'avaient plus d'argent, il y a plein de problèmes. Et je l'ai retrouvé dans les archives, et j'ai dit, c'est hyper cool ça, personne ne fait ça. Okay. Et je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez eu l'idée d'inverser la marche du temps sur le cadran? Okay. Et ils m'ont dit, parce que c'est la marche la plus juste pour montrer l'heure sur un cadran. Je leur ai dit, mais de quoi vous parlez? Tout le monde va dans le sens des aiguilles du montre, pourquoi vous dites que c'est pas juste? Et ils me disent, mais avant qu'on invente le concept des aiguilles sur un cadran, au genre au XIIe siècle, je crois, tout le monde lisait l'heure sur un cadran solaire. Cadran solaire, le soleil va de droite à gauche, et l'ombre sur le cadran du soleil va de gauche à droite. Donc quand il a bien fallu que quelqu'un décide dans quel sens devaient aller les aiguilles. Bien sûr. Eh ben, celui qui l'a décidé, il a juste répliqué ce que les hommes voyaient dans la nature depuis des millénaires, c'est ce mouvement-là dans la nature. Donc ils ont juste répliqué ce qu'ils voyaient dans la nature. Et ça paraissait trop logique, mais c'est faux. Le soleil, il ne va pas de droite à gauche. Le soleil, il ne bouge pas en général. C'est nous qui tournons autour du soleil, comme toutes les autres planètes, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand on regarde du dessus, en regardant le pôle Nord. Exactement, mais 90% de la population a toujours vécu dans l'hémisphère nord. Toujours, dans toute l'humanité. Et 100% des horlogers ont toujours vécu dans l'hémisphère nord. Donc c'est évidemment du point de vue de l'hémisphère nord. Donc il fallait bien trouver un point de vue, mais... Bien sûr. Mais c'est intéressant. Non, et ça, c'est un storytelling qui est super intéressant, parce que tu as un dîner avec des copains, et forcément qui va dire, mais ta montre, elle est fausse. Et là, tu commences à raconter cette histoire. Je crois que Cartier s'y est mis, non? Cartier, c'est leur grande nouveauté. 2024. Ouais. Avant, on était seul, maintenant, il y a Cartier. Incroyable. Et je crois que c'est une édition limitée. Nous, c'est une édition... C'est fou. Et c'est une complication vachement compliquée, sans jeu de mots. Parce que pour inverser la marche de la montre, tu as deux façons de le faire. Soit tu rajoutes... naïvement, je me dirais, tu montes ta montre à l'envers. Ouais, mais tu peux pas la monter à l'envers, c'est très compliqué. Donc soit tu rajoutes un jeu de rouage qui inverse juste à la fin le mouvement. Mais des puristes diront c'est déjà ça. C'est de la triche. C'est de la triche parce que le mouvement de base reste le même. Soit tu fais comme les nôtres ont fait, tu retravailles l'échappement et tu retravailles le barillet. Mais ça, tu peux le faire vraiment que quand tu produis toi-même toutes ces pièces. Bien sûr. Parce que c'est très dur d'acheter un mouvement état et de retravailler le barillet, retravailler l'échappement. Quand tu es une très très grande marque, tu peux le faire, mais c'est très compliqué. Et alors, du coup, sur la Polar, qui est la dernière sortie. Et la Polar, c'est la... En fait... Je vais mettre une petite photo à côté de ta tête, où j'illustrerai du coup la Polar, qui est divisée en 4. Le cadran est en 4 quarts. Oui, c'est une montre de 24 heures. Et le premier mouvement Raqueta 24 heures a été développé pour une expédition polaire antarctique soviétique de 1965, je crois. Et eux, ils avaient besoin d'une montre 24 heures. Il n'y en avait pas. Et donc, ils ont spécialement commandé à Raqueta un mouvement 24 heures. Parce qu'une montre normale, elle t'indique qu'il est 3 heures. Mais tu sais pas du matin ou du... Mais tu sais pas si c'est le matin ou le soir. Donc tu dois regarder par la fenêtre. S'il fait jour, tu comprends que c'est 3 heures de l'après-midi. S'il fait noir, c'est 3 heures du matin. Très clair, la complication GMT, on connaît. Mais quand tu as un explorateur polaire où 6 mois de l'année il fait jour, 6 mois de l'année il fait noir, quand tu as un sous-marinier sous l'eau, quand tu as un astronaute qui tourne 16 fois autour de la Terre en 24 heures, tu n'as aucune idée si c'est 3 heures de l'après-midi ou 3 heures de la nuit. Et donc ils ont besoin d'un cadran 24 heures. Donc quand il est 3 heures du matin, l'aiguiseur pointe vers 3. Quand il est 3 heures de l'après-midi, ça pointe vers 15. Très clair. Et ça, c'est la deuxième complication qu'on a ressortie parce qu'elle participe au storytelling de Raqueta. Et dans les archives, il y a plein d'autres complications. Ils ont la date, la double date, ils ont les... David, je te coupe juste sur ta polaire, du coup, la dernière qui vient de sortir. Les 4 quarts, du coup, correspondent à quoi? C'est quoi les 6 heures dans une expédition? Non, c'est les 6 quarts. Il y a 6 quarts, c'est les quarts marins. D'accord. Parce que souvent, les explorateurs polaires, alors celle qu'on a ressortie, c'est pour les explorateurs polaires de l'Arctique. Donc sur la lunette, il y a toutes les mers arctiques qui sont gravées en russe, parce qu'on écrit toujours en russe sur la montre. Très stylé d'ailleurs. Et
Et très souvent, les explorateurs polaires, en tous les cas avant, ils allaient en bateau vers le pôle Nord. Ok, Et donc, on a non seulement gravé les mers arctiques, ok, mais on a aussi mis des cars marins. d'accord. Tous les marins, même les sous-mariniers, ils vivent par car. Ok. Ouais, donc c'est 6 cars marins. Et du coup, c'est quoi? C'est pour organiser leur journée, Ouais, j'imagine? ils travaillent par car. Ok, 6 fois 4, 24. ok. Donc, c'est des slots de 6 heures. Ok, Ouais, ouais. Bah, ils travaillent 6 heures, après ils se couchent, ils travaillent 6 heures, ils se reposent. ok. Merveilleux. Et alors, du coup, tu as d'autres complications rigolotes comme Oui, ça? donc il y avait beaucoup d'autres complications. On a les réveils, la date, la double date, la réserve de marche, toutes les aiguilles, je sais plus comment. euh, Enfin, il y en a beaucoup d'autres, disons. Ok, Mais on a fait le choix de n'en ressortir que 2, et pour l'instant, c'est ce qu'on va garder. ok. On a choisi les 2 complications qui participaient au storytelling de Raketa. Très bien. Par exemple, la 24 heures, c'est pas juste on fait un mouvement 24 heures, c'est vraiment parce qu'il sert aux cosmonautes pour survivre, aux explorateurs pour survivre, aux sous-mariniers pour survivre. Les cosmonautes, ils se mettent à l'heure de Moscou? Non. Les cosmonautes, quand ils volent de la Terre sur leur fusée Soyouz, Ouais. de la Terre à la station, ils sont à l'heure de Moscou. Ok, Et quand ils arrivent sur la station spatiale internationale, ok, ils se mettent tous à l'heure de Greenwich. ok. Voilà. Qui- Parce que la station spatiale, c'est comme un Lego il y a un module américain, un module japonais, un module européen, un module russe. ok, Et il fallait bien qu'ils s'entendent entre eux. Évidemment, ils ont choisi Greenwich, qui est la référence pour la ok. base zéro. L'heure zéro. L'heure zéro. Ok, Et donc, la date, la double date, je la ressors pas parce que ça raconte aucune histoire en particulier. Ce sera juste une fonction. c'est quoi la double date? Bah, t'as le jour et t'as la date du mois. Ah oui, oui, ok, ok, d'accord. Lundi, Juste, mardi, ok, quand il y a mes... Ok, Donc, ça, je pourrais le ressortir, mais ça participe pas à notre storytelling. Donc, on n'en Bien a sûr. pas besoin quelque part. bien sûr. Ou la réserve de marche, ça participe pas à un storytelling, ce sera juste une fonctionnalité intéressante. Ok. Mais très souvent, les marques, elles rajoutent des complications pour montrer, La technique. qu'elles elles font quelque chose, tu vois. Mais la plupart des marques achètent leur mouvement de base. Nous, on Mhm. produit déjà notre propre mouvement de base, qui est le plus compliqué. Ok, On produit tout, le spiral, enfin tout en interne. Donc, on n'a pas besoin de démontrer qu'on sait faire quelque chose en rajoutant plein de complications. ok. Donc, nous, on a choisi pour l'instant que 2 complications, c'est les 24 heures et la marche contraire aux aiguilles d'une montre, parce que vraiment ces 2 complications s'intègrent dans le storytelling de chacune de ces montres. Ok. Alors que la date, c'est juste une date. Et Raketa, aujourd'hui, ça représente combien de personnes, là? On est 160 aujourd'hui. Ok. On est 160. Versus quand tu l'as récupéré? C'était 25-30. Ok. Mais ça inclut nos vendeurs de magasins, ça inclut nos designers, le marketing. On a nos propres équipes de designers. Ok. On a 5 designers. On a toutes les photos. Que des Russes? Ouais, bah, c'est en Russie. Ok. Toutes les photos, tout le contenu que tu vois sur nos réseaux sociaux, sur notre site, on le produit nous-mêmes. Ok. Donc ça inclut toute l'équipe marketing. Et sur les 160, il y en a genre 120 à la prod. Ok. Donc 120 en usine, entre guillemets, et Parce que 40 en fonction support, ce que marketing. beaucoup de gens ne finance. comprennent pas, c'est à quel point c'est des métiers ultra spécialisés. C'est-à-dire que même si on sortait une montre mécanique par an, on aurait besoin de ces 100 spécialistes à la manufacture. Ok. Certains sont tellement spécialisés qu'ils ne font... Tu vois, une roue, tu as un axe qui est dans la roue, et Ouais. la roue, elle tourne autour de son axe. Ouais. Et ben, l'axe a 2 pivots. Tu as un spécialiste, son seul métier, c'est de polir les 2 pivots pour qu'ils soient bien polis. Ok. C'est une spécialité ultra compliquée. Donc, c'est pour te dire, pour faire une montre, tu as besoin vraiment de 100 spécialistes. C'est pas comme dans un garage où les gens sont interchangeables, ils savvent changer un pneu. Et tu peux pas l'huile. externaliser. Hein. C'est vraiment. J'ai essayé d'externaliser. Non, Ok. évidemment, il y a certaines choses qu'on achète maintenant. Mais 90% de ce que je porte, on continue à le faire nous-mêmes. Ok. J'ai essayé d'externaliser. Alors, en Suisse, c'est juste trop cher pour nous. Mhm. On a essayé d'externaliser des composants du mouvement en Chine, mais la qualité est très instable, donc on a Ok. tout réinternalisé. Ok. Les bracelets, on les achetait avant chez Hirsch, qui est la grande boîte chez qui tout le monde achète. Et un jour, j'avais acheté une veste en cuir en Russie. Je demandais au gars, mais tu ne saurais pas faire des bracelets? Il m'a dit oui, bon, il a mis 2 ans quand même à apprendre à bien faire des bracelets. Maintenant, tous nos bracelets sont faits en Russie, mais c'est pas nous qui le faisons. Ok. Et il y a une évolution de la culture Raketa depuis les années David. Ouais, bien sûr. Au début, ils disaient c'est quoi cette... J'avais aucune légitimité, aucune. Pour eux, t'es français, t'es anglais, t'es Je quoi suis pour eux anglais pour eux, Ok. anglais. Ok. Je suis étranger. Ok. J'avais aucune légitimité, donc t'imagines pour m'imposer dans cette manufacture,
Et il fallait bien faire quelque chose parce que eux, ils voulaient rien changer, sinon acheter des machines suisses. Voilà, c'était leur seul plan pour moderniser. Je pouvais pas les acheter, ça coûtait trop cher. Ok. Et j'avais pas de grand groupe financier, j'avais rien, j'avais pas de. T'es toujours tout seul au Non, capital? non, depuis non. Après, j'ai fait appel à la famille, aux amis d'amis. Ok. Ok, mais c'est que tout du un- love money en fait. Il n'y a pas de, Non, y a pas de VC qui est arrivé qui t'a dit non, bon, de allez. visée professionnelle, non. Ok. Mais j'ai 2-3 investisseurs qui sont maintenant des amis proches, Ok. qui ont mis un peu plus que les autres. Ok. Parce que juste avoir une manufacture, ça coûte une plombe de la moderniser. C'est hyper. Enfin, c'est des capitaux énormes. On a racheté le bâtiment, on a refait tous les travaux dans la manufacture pour qu'il y ait une ambiance, une température constante. Non, ça demande beaucoup d'investissement. Que la plupart des marques n'ont pas besoin de faire parce qu'elles ne produisent pas simplement. Elles achètent leurs mouvements, elles achètent tout. Ok. Bon, on va quand même parler un peu de sous, sans rentrer dans le détail, mais c'est rentable aujourd'hui d'avoir une marque de montre russe? Non, C'est une bonne idée? Non, si c'était à refaire, je ne le referais jamais. Ok. Mais, et comme je disais, 10 fois par an, j'avais toutes les bonnes raisons du monde d'arrêter ce projet. Ok. En tous les cas, de fermer la manufacture. Mais je m'étais tellement engagé, puis je m'étais attaché à ces horlogers qui, eux, s'étaient déjà tellement battus pour garder en vie cette manufacture. Ok. Et irrationnellement, je continue à y croire. Je me dis, c'est comme la nature a horreur du vide. C'est pas possible que les montres russes sont vraiment très très cool. Ok. Et je me disais, de manière très irrationnelle, mais c'est pas possible que cette marque russe ne soit pas intéressante un jour à l'étranger parce que T'es distribué où là aujourd'hui? on a un magasin partenaire en France, c'est Ok. Frères et Roy, juste à Ok. côté de la place Vendôme, et on en a dans d'autres pays. Et autrement par Internet, on vend dans le monde entier par Internet. Ok. Mais en termes de continent conquis, on va dire physique, L'Europe et le Moyen-Orient. Europe, Ça, c'est en termes Moyen-Orient. de magasins physiques. Ok. Autrement, Internet, le reste du monde. Ok. Et la part magasin versus internet, ça représente quoi, toi, dans ton split Je dirais. si tu veux communiquer dessus, hein, y a je pas dirais de... 75%, c'est. Disons, en dehors de Russie. Ouais. Non, en tout, je dirais. Ouais, en dehors de Russie, c'est 50-50, je dirais. Ok. Ouais, donc internet. En Russie, en Russie, on a notre propre magasin, donc le schéma est un peu différent. Ok. Tes propres magasins ou t'en as un ou... enfin, Non, on a nos propres magasins, on en a 4. Ok. 2 à Moscou, 2 à Saint-Pétersbourg. Et pourquoi, du coup, tu fais le choix des magasins et pas passer par des AD en Russie qui distribuent à côté? Pour toutes les raisons que je t'ai expliquées, c'est qu'on a dessiné notre première collection, personne n'en voulait. Pas un seul magasin, il s'était gavé de montres suisses. Ok. Et soudain, tu as un marque russe qui apparaît, disant voilà, on est super et prenez-nous. Personne ne voulait de nous. Genre, même en consignation, ils ne voulaient pas nous prendre. J'ai complètement, comme je l'ai dit, sous-estimé à quel point les Russes ne voulaient pas de montres russes à l'époque. Mais même aujourd'hui? Non, aujourd'hui, ça a changé, évidemment. Ça a changé au bout de 3-4 ans. D'accord. Et donc, j'avais pas d'autre choix. C'est soit d'arrêter le projet, soit de créer mon propre canal de distribution. Donc, ça a été Internet. Et on a ouvert nos propres magasins. Et dès le premier jour, nos propres magasins ont vachement bien marché. Ok. Parce que nos vendeurs, on les a briefés à mort pour raconter de manière passionnée l'histoire des cosmonautes, des sous-mariniers, tout ça. Et nos magasins sont très très cool. Si tu vas voir sur Internet, nos magasins ne ressemblent à aucun autre magasin de montres au monde. Quand tu rentres dans nos magasins, tu as l'impression de rentrer dans une soucoupe spatiale. Ok. C'est vraiment très très cool. Et j'ai très envie de voir ça. De toute façon, Saint-Pétersbourg, on me pousse à y aller. Katharina, si tu m'écoutes, évidemment, elle nous dit Saint-Pét, c'est génial, il faut venir, il faut voir. Écoute, attendons un peu que ça se calme et avec grand plaisir. Saint-Pétersbourg. C'est vraiment une des plus belles villes du monde. Moi, j'ai été dans beaucoup de pays. C'est comme Venise. C'est la Venise du Nord. C'est une ville qui est bâtie sur pilotis, avec des canaux, juste au bord de la mer. C'est génial. Ah oui, donc c'est romantique en plus. Et c'est une ville qui n'a pas été abîmée durant l'époque soviétique, contrairement à Moscou. Ok. Donc il y a tous les anciens palais, les églises, les canaux, les vieilles rues. On va parler de la culture d'entreprise. Tu m'as pas répondu sur la rentabilité, mais tant mieux. Non, la rentabilité, on réinvestit énormément dans la modernisation de l'usine. Ok. Énormément, donc en cash flow, non, on n'est pas rentable encore, en cash flow. Ok. Mais notre plan de reconstruction de l'usine va durer encore 2 ans, après c'est fini. Ok. Donc a priori 2026, Oui, l'année où... Bien sûr.
pouvoir respirer un peu Mais financièrement. on n'a pas le choix parce que le plus grand problème qu'on a actuellement, c'est les capacités de production qui sont inférieures à la demande. Notre demande est supérieure à nos capacités de production. Ok, Donc, c'est un bon problème. mais ça reste oui, c'est un bon problème, mais ça reste un problème. Ok, En termes de construction de marque, d'ailleurs, c'est pas mal parce que ça crée. Les gens se disent waouh, c'est comme Rolex, mais c'est pas du tout comme Rolex. Eux, c'est artificiel, nous, c'est involontaire. ok. Euh, Donc là, il n'y a pas de stock, là. Tu vends à flux tendu et... Là, 100% de ce qu'ils produisent par mois Ok. est vendu dans les 2-3 semaines. Ok, Donc on est à flux tendu en permanence. Toute l'année dernière, on n'avait plus de stock. Donc ok. c'était des listes d'attente en permanence. Et là, petit à petit, on est en train de résoudre le problème, notamment grâce à la modernisation de la manufacture. Mais c'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est les spécialistes. Il n'y a plus d'école d'horlogerie en Russie. Par D'accord. exemple, en Suisse, tu perds ton décolleteur ou ton tailleur, ton fraiseur, ton rouleur, enfin n'importe laquelle de ces spécialités. Tu en trouves d'autres en quelques jours, tu vois. Ok. Nous, on perd l'une de ces spécialités. Il n'y en a pas d'autres. T'as 0 étranger. On a un étranger qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bah, je vais aller faire Il ça. s'appelle Xavier. Ouais. C'est un top guy et on travaille ensemble depuis 5 ans. C'est un Français en Suisse. C'est un Français. Ok. Mais il a travaillé pour toutes les grandes marques suisses. Et Ok. il est venu pour quelques mois au début, et puis il a tellement aimé que ça fait 5 ans Je qu'il est viens là. juste pour voir. Il a même épousé une Russe. Ah bah, voilà. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Ça y est, il a signé en bas à droite. Ouais. Euh, Et non, autrement, tous les autres sont des Russes, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus d'école d'horlogerie. ok. Donc, à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on doit le former à partir de zéro. Donc, on a créé notre propre école et former un bon décolleteur, La raquette à school, un bon tailleur, c'est 4-5 ans de travail, tu vois. bien sûr. Et puis Et c'est donc, des investissements, du En coup. plus, nous, on fait un pari sur eux, eux, ils font un pari sur nous, parce que si, pour une raison X, on se sépare d'eux, ce qu'ils ont appris chez nous ne sert à personne d'autre, tu vois, en Russie. Ok. Et donc, ça, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de former, c'est de recruter et de former des spécialistes. Parce que si j'ai bien compris, du coup, avec tes machines-outils qui ont plus C'est des de machines 50 ans, soviétiques, du coup, c'est un peu une méthode de travail. à l'ancienne. Et j'ai fait venir beaucoup de press tours avec plein de journalistes étrangers. Bah, Ok. mais Thierry est venu notamment. Ok. Et tous Thierry Gasquez. Thierry Cascade, ouais. Et tous ces spécialistes disent waouh, vous travaillez comme nous on travaille en Suisse il y a 50 ans, 60 ans. Ok. Et surtout, ne changez rien parce que vous avez gardé cette émotion. Derrière chaque machine, il y a un homme, une femme qui règle la machine à la main, qui pose la pièce à la main, il y a le coup de main. Et surtout, ne changez rien parce que l'horlogerie, c'est des émotions. Et vous avez gardé tout ça. C'est un peu dans le jus, ça sent l'huile, Ok. les machines font beaucoup de bruit. Ils adorent. Ok. Ouais, mais toi, est-ce que du coup, ça t'arrange un peu cet état de fait-là, de travailler à l'ancienne, parce que tu me dis que tu es en train de moderniser les choses. Donc toi, tu es un peu tiraillé entre les deux, où tu vas devoir moderniser tout en gardant cette âme, justement, et garder un peu cette côté suie et odeur de l'huile, et ce coup de main de tes collabs. Je sais, mais l'avantage, c'est que nos spécialistes savent travailler sur ces machines. Ok. Et puis on a tous les posages pour ces machines. Une étampe, par exemple, tu achèterais une étampe en Suisse, c'est un posage, enfin, c'est un outil. Ok. Qui sert à quoi? C'est quoi une étampe? Pour étamper, tu imagines, tu as des bandes de laiton. Ok. Et tu étampes l'ébauche des roues ou de la platine ou des ponts. Ok. Ok. Et après, tu les fraises ou tu les tailles. Et ben, une étampe, ça coûte, je sais pas, 20 000 balles Ok. en Suisse. Et nous, on a des centaines d'étampes qui sont déjà faites. Donc, tout notre outillage, ça coûte une fortune et il est adapté à nos vieilles machines. Ok. Et en plus, nos machines tombent en panne, nos gars savent les réparer. C'est des machines que tu répares avec un tournevis, tu vois. Il n'y a Ok. aucune électronique, aucun logiciel. Donc, et puis elles marchent très bien. Si elles sont bien réglées, tu vois. Donc on passe plus de temps à les régler, à les maintenir. Mais d'un autre côté, si on avait des scènes suisses, Ok. elles tombent en panne, la pièce détachée, il faut la faire venir de l'étranger, tu vois. Ok. Et tu as des logiciels, on n'a plus accès aux upgrades des logiciels en Russie. Ok. Donc Incroyable. et ça coûte horriblement cher aussi. Et l'avenir de Raketa, c'est quoi du coup? L'avenir, c'est de continuer C'est quoi les chantiers en cours? Bah, disons, la plus grande leçon que j'ai compris dans Raketa, enfin parmi une des plus grandes, c'est que dans l'horlogerie, il ne faut pas se presser. Et c'est pour ça que les Suisses sont tellement forts, c'est qu'en France, on dit ils sont pas pressés, il n'y a pas le feu au lac. Chaque fois, et moi je venais d'un monde où tout allait très très vite. Mon tempo de vie en tant qu'avocat d'affaires dans un cabinet américain, c'était l'horreur. En tant que banquier, c'était l'horreur aussi. Moi je vivais, je sais pas, 15 rendez-vous par jour.
Et là, j'arrive là, et quand je découvre qu'ils mettent 1 an à 2 ans à sortir un nouveau modèle, je me dis, c'est pas possible. Alors j'essayais de mettre la pression, mais à chaque fois que je mettais de la pression sur la manufacture, ça se terminait toujours mal. Parce qu'il y a tellement de petits composants, les réglages sont tellement fins, et finalement, j'y arrivais pas. Et donc j'ai dû accepter le fait que c'est moi qui devais m'adapter à leur tempo, Okay. et moi, j'arriverai jamais à leur imposer mon tempo à moi. Okay. Donc ma vie un peu s'est calmée. Et c'était quoi la question? Les chantiers Voilà. de Raketa. Donc ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas se presser dans l'horlogerie. Mais même pour bâtir une marque, pour repositionner une marque, soit tu peux le faire à coût de millions de dollars de pub, mais c'est artificiel. Tu vois, le jour où tu arrêtes de dépenser ces millions, bah, c'est comme un ballon qui s'est... Okay. Et donc, il faut prendre son temps. Et les chantiers, ils sont tous sur le long terme. On n'est pas une marque de mode ou de fashion qui suit la mode. On a nos codes à nous, notre ADN à nous. Qui est intemporel. Ouais, il n'est pas classique dans le suisse terme du terme, dans le sens suisse du terme, mais c'est notre classicisme à nous. Okay. Et on ne se presse pas. On continue à faire des modèles qui sont, selon nous, le mieux possible, et en termes de mouvement, et en termes de finition, et en termes de design, et en termes de communication, de contenu, d'emballage. Et ça, on tend vers l'idéal. Tu arriveras jamais à l'idéal. Ça reste une montre mécanique, mais en tout cas, on tend vers ça, mais sans se presser. Mais le plus grand de tous les challenges, c'est augmenter nos capacités de production. Ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on produit 7000 montres par an. Okay. C'est vraiment pas beaucoup. Tu peux faire tes maths assez facilement. Oui. Et c'est pas beaucoup. Donc, on a besoin d'arriver à 10 000, ensuite à 15 000, okay. mais sans se presser. Très bien. C'est ça la clé du succès dans l'horlogerie, en tel cas. J'ai vu au cours des 10 dernières années plein de marques qui se sont cramées parce qu'elles apparaissaient de nulle part, elles allaient trop vite, et puis après elles disparaissaient. On parlait du coup de tes collaborateurs russes, peut-être qui ont un timing où ils aiment prendre leur temps. Mais c'est quoi du coup le gros avantage de travailler avec des Russes? Ils sont très débrouillards. C'est-à-dire qu'un Suisse, il aurait refusé de travailler dans nos conditions. Lui, il aurait voulu un éclairage idéal, la chaise qui se règle, okay. l'établi idéal, les instruments exactement accrochés comme il faut, okay. Pas de bruit. Et nous, les Russes, on n'avait pas ces conditions au début. Okay. Et d'ailleurs, elles ne sont pas idéales encore aujourd'hui. Voilà. Et le Russe, lui, il se débrouille avec 3 bouts de ficelle, il arrive à te faire ton truc. Okay. Et il arrive à travailler dans des conditions, il s'adapte. Okay. Ils ont tous une vie très très dure. Okay. Donc ils sont beaucoup moins pédants et exigeants en termes de... Donc du coup, ils arrivent à certainement peut-être débloquer des situations sans même que toi, tu aies vu le problème. Non, mais on a plein de Suisses qui sont venus nous voir et disent c'est incroyable, on ne s'attendait pas du tout à ce que dans ces conditions de travail avec ces machines, ils arrivent à te faire un spiral. Tu sais quelle est la tolérance du spiral? La tolérance, c'est en termes de... Alors j'ai triché un peu du coup, parce que je me suis renseigné, mais du coup, je crois que c'est le demi-micron. Un demi-micron, 0,5. Un micron, c'est tu prends 1 millimètre, tu le divises par 1000. C'est 1 millième de millimètre et encore divisé par 2. Et on le divise encore par 2, ok. C'est hallucinant. Et tout ça dans des conditions qui sont loin d'être encore des conditions suisses, avec des vieilles machines qui sont... Parce qu'on se dirait, là, pour cette tolérance-là, il faudrait des salles blanches, je crois qu'on appelle ça comme ça. Ouais. Des salles blanches avec zéro poussière, une pression négative ou des trucs comme ça. Nos Russes, ils arrivent à faire ça en terrasse. Sans avoir... Non, pas exactement, mais sans avoir tout ça. Okay. Et en Suisse, tu vérifierais le micron avec un instrument de mesure en laser. Okay. Nous, c'est un instrument manuel. Enfin, tout est fait manuellement, à l'ancienne. Et comment c'est possible, en fait, de faire du demi-micron manuellement, sans laser, justement? Ils y arrivent, c'est tout. Ils ont toujours fait comme ça, donc leur process technologique est fait comme ça. Ok. Je ne serais pas capable de te dire comment ils y arrivent, mais ils y arrivent. Oui, non, mais ils y arrivent et tu prends une question rhétorique, hein, évidemment. La meilleure preuve, c'est que la montre, elle marche. Ok. Trop cool. Non, ils font tout vraiment à l'ancienne. Et l'autre challenge qu'on avait maintenant, il est réglé, c'est que de très rapidement recruter des jeunes et leur transmettre tout le savoir-faire des anciens. Mais okay. Ça, on a réussi. Okay. Et 70% aujourd'hui de nos spécialistes sont des jeunes. Enfin, quand je dis jeunes, ce n'est pas des gens de 20 ans nécessairement, c'est des gens qui ne viennent pas du monde de l'horlogerie. Ok. Très très cool. Est-ce que... moi j'ai oublié de te poser une question sur Raketa.
C'est une question, vraiment. Ah, Est-ce que moi, j'ai oublié de te poser une question? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé partager, toi, dans le podcast? D'ailleurs, juste avant de partager ça, qu'est-ce que tu portes là aujourd'hui? Là, je porte notre montre avant-garde. C'est la Ok. Raketa avant-garde. L'avant-garde, c'est l'art du début du XXe siècle. Ok. C'est le précurseur de l'art moderne, de l'art contemporain. Ça a commencé chez les Russes avec des artistes qui sont assez connus comme Kandinsky, Malevich. Ils en avaient marre de l'art classique. Ok. Ils ont créé l'art abstrait où ils avaient la liberté de créer leur propre liberté. Ok. Donc, c'est un art où il y a des formes géométriques qui flottent sur un fond blanc. Ok. Et à l'époque soviétique, ils avaient un design comme ça. Ok. Et nous, on l'a juste, on l'a réinterprété. C'est une montre, c'est une top montre avec un cadran 3D, avec des aiguilles. L'aiguille des minutes, c'est un triangle rouge. L'aiguille des heures, c'est un Je la mettrai à cercle. côté de ta tête pour Et, illustrer. elle est bien. Et ce que j'adore, c'est que les chiffres, je connais pas d'autre monde qui est comme ça. Les chiffres sont écrits sous forme de lettres. Mais en russe, on écrit toujours en russe sur le cadran parce qu'on se dit que quelqu'un qui a fait le choix d'acheter une montre russe ne veut pas d'anglais sur sa montre. Bien sûr. Et justement, on essaie de garder ce côté très très authentique. C'est ce qui plaît. Alors, ça plaît pas à tout le monde. C'est quoi la dimension là de l'avant-garde? C'est 40. 40, ok. Ça plaît pas à tout le monde, mais à ceux qui nous suivent, ça plaît beaucoup. C'est vraiment très authentique. C'est dans son jus. C'est la marque écrite en russe. Ok. Donc, tu la lis en cyrillique. Tu n'arrives pas à lire Raketa. Ok. Mais tu apprends à le faire. Mais on n'écrit pas Made in Russia ou fait en Russie. On écrit Сделано в России. Ok. Et au début, les gens me disent, mais c'est une grosse connerie que tu fais, parce que la marque, le b.a.-ba du marketing, c'est que la marque doit être reconnaissable. Si la personne arrive à lire ta marque en cyrillique, Ok. eh ben, aujourd'hui, tout le monde aime ça. Alors, non, c'était ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que du coup, tu as réussi à réconcilier les Russes avec leur propre patrimoine horloger du coup? Oui, c'est venu avec le temps. C'est venu à partir de 2013, 2014, 2015. Et de plus en plus. Alors, c'est en partie grâce à nous, en quelque sorte, parce qu'on n'a pas arrêté de faire de la propagande en disant c'est très très cool les montres russes. Il y a un mouvement qui est incroyable, qui a une gueule incroyable, vous le trouverez nulle part ailleurs. Il y a un design. La Big Zero, c'est incroyable. Le 0 à la place d'un 12, il y a toute une histoire derrière. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est juste le temps est cyclique. Le temps recommence toujours à zéro, chaque jour, chaque cycle lunaire, chaque saison, chaque mois, chaque année. Tout recommence à zéro. C'est celle qui m'excite le plus dans la gamme. Et le temps recommence à zéro. Donc ils m'ont dit juste, c'est beaucoup plus logique. Le temps recommence pas à 12, 1, 2, 3, il recommence à 0, 1, 2, 3. C'est juste beaucoup plus logique. Et le design Big Zero a cartonné dans les années fin 70-80. Et depuis, petit à petit, toutes les Raketa ont commencé à avoir des zéros à la place du 12. Et maintenant, c'est une des identités de la marque. On a toujours un 12, un 0 à la place d'un 12. Okay. Sauf qu'ici, il sera écrit en lettres. En russe, on dit 0, c'est nol. Okay. Donc là, c'est écrit nol. Merveilleux. Et du coup, alors j'ai vu une vidéo, je crois que c'est le calibre.com de Théo qui avait fait cette vidéo sur les montres des présidents et notamment Vladimir Poutine qui est très très calé, Patek. Non, il a toujours porté, à la fin, il a toujours porté des Blancpain. Ok. Il adorait Blancpain. Et est-ce que tu as réussi à lui faire porter une Raketa? Non. Pas encore? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des ministres connus peut-être qui ont déjà des Raketa ou des personnalités en Russie qui commencent à représenter? Non, il y a des personnalités, mais tu les connaîtras pas. Mais Raketa, il porte pas, non. Ok. Peut-être un objectif du coup là. Je sais, mais même s'il le faisait, on communiquerait pas dessus. Ok. C'est quand même un peu la tête de la Russie, donc du coup tu te dis peut-être instinctivement, tu te dirais peut-être j'aimerais bien que le chef des Russes, il porte une Raketa. Oui, ce serait bien, mais disons, je fais pas d'effort pour que ça se passe. Ok. Ouais, un jour, ça arrivera peut-être. Bon, Monsieur Poutine, si vous nous écoutez, voilà, en tout cas, je serais ravi de vous vendre une Raketa pour que vous la portiez. Ok. Et alors, il y a une petite tradition dans ce podcast. On pose la question au CEO ou même à l'invité, en fait, tout simplement. S'il devait choisir une seule montre, tu as 3 ou 4 catégories. Je te laisse le temps de réfléchir. La montre de ton mariage. Est-ce que alors déjà tu te souviens de la montre de ton mariage? Et si tu devais en rechoisir une, tu choisirais laquelle? Alors, ça c'est intéressant comme question parce que la seule montre qu'on m'ait offerte avant Raketa, c'était une Tissot Quartz qu'on m'a offerte pour mes 17 ans, je ne sais pas pourquoi. Tu te souviens du modèle? Non, très très fine, cadran blanc. Ok. Et de tous les cadeaux que j'ai reçus depuis que je suis petit, que ce soit à Noël ou à mes anniversaires, j'ai tout oublié, j'ai tout perdu.
Ok. Mais le seul cadeau qui me reste, et je l'ai d'ailleurs dans mon tiroir à Moscou, je ne Ok. l'ai jamais porté, mais je ne l'ai jamais jeté non plus, Ok. c'est ma Tissot Quartz. Ok. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça te montre à quel point les montres, c'est beaucoup plus Intime. intime que n'importe quel autre objet qu'on porte au quotidien. Et d'ailleurs, c'est très souvent le seul objet qu'on a en héritage de son père. Ses habits, on ne les porte plus. Enfin, tout ce qu'il a utilisé dans sa vie courante, on l'a perdu. Mais par contre, sa montre, on l'a. C'est-à-dire qu'une montre, symboliquement, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel objet que tu portes. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc, c'était une Tissot. Alors, la montre, n'y connaissant rien en montre, je suis allé à Bâle pour un peu découvrir. Et la première marque que j'ai visitée, et souvent c'est la première impression qui reste dans l'esprit, c'est une Haute-Lance. Ok. Je connais pas. Tu connais pas? Non. C'est des montres très très cool. Ok. Alors à l'époque, ils étaient beaucoup plus connus, je crois. Et c'est des montres un peu futuristiques comme ça, avec des mouvements. Ils faisaient des films en 3D où tu rentrais dans le mouvement. C'était vraiment Ok. très cool. Et ça m'a marqué. Et l'autre marque qui m'a marqué, la deuxième que j'ai visitée, c'est Breitling. Ok. Et Breitling, jusqu'à aujourd'hui, ça reste pour moi une référence. Mais à mon avis, juste T'as un parce- lien avec l'aviation ou Non, ou non, ces non, trucs-là non. de C'est- pilote un peu casse-cou? Non, mais c'est juste, à Bâle, c'est la deuxième marque que j'ai découverte. Ok, tout Et simplement. donc ça, pour moi, je rentrais dans un monde, Ok. et puis visiblement leur stand était assez bien fait. Tu avais peut-être des maquettes d'avions, je sais pas quoi, Bien sûr. et tout était jaune, je sais pas. Et j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans un monde que je connaissais pas, et ça m'est resté dans la tête. Donc c'est vrai, c'est Haute-Lance et Breitling. Ok. Mais aujourd'hui, il y a d'autres marques que j'adore. MB&F, j'adore. Je suis un fan absolu. Ok. Urwerk, Urwerk aussi. ouais, c'est des montres. Et il faut que tu choisisses une ref. Du coup, celle de ton mariage, c'était la Tissot que t'as portée? Non, je n'ai pas porté de montre à mon mariage. Ok. Non, je te dis, je ne connaissais rien. Je portais pas de montre, rien. Ok. Même pas une Swatch. Ok. Si tu devais choisir une seule Tool Watch, et là je vais t'aider un peu, je vais t'autoriser à aller sur Raketa. Ah, une Tool Watch, je prendrais. C'est une collection qui est terminée. C'était une montre qu'on a faite pour Cosmonaut, avec un morceau de métal d'une fusée Soyuz. Ok. Et le bracelet était fait avec du tissu de scaphandre de Cosmonaut. Wow. Le scaphandre russe s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Ok. Et Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe, nous a donné du métal d'une fusée. Ok. Et donc on a fait la lunette et du tissu de scaphandre de Cosmonaut. Donc c'était une édition limitée évidemment, donc elle est terminée. Et malheureusement, j'en ai pas gardé. Mes enfants croient que je peux me servir dans le stock, mais je peux pas faire ça. Et donc j'en ai jamais eu de cette montre-là. Ok. Et un jour, j'essaierai de la racheter sur le second marché. Ok. C'est une 24 heures. Hein, et ouais. c'est vraiment très cool. On a dit Wedding Watch, Tool Watch, la sportive. Ta sportive préférée? On n'a pas de montre sportive. Alors, pas forcément chez Raketa. Pour l'instant. Si tu devais en choisir une. Hein. J'aurais du mal à te répondre parce que je suis beaucoup moins calé. Je peux te parler pendant des heures de Raketa. Ok. Mais je pourrais beaucoup moins te parler des autres montres parce que je suis tellement focusé sur Raketa que... Ok. Est-ce que toi, en perso, t'as d'autres montres que Raketa? Non. Si non, okay. Sauf ma Tissot. Ok, sauf ta Tissot. Sauf ma Tissot. Et alors, la dernière, c'est la Dream Watch. Donc là, vraiment, on enlève le budget dans les critères de sélection. On a tout. Vraiment, tu pètes un plomb, tu peux acheter la montre de tes rêves. Alors, il y a une autre montre qui m'a fait rêver, je ne sais pas pourquoi. C'est la Patek Philippe Officier. Ok, je vois pas du tout. On va la mettre en illustration. La Patek Philippe Officier, elle a le fond qui s'ouvre. Ok. Et tu peux graver quelque chose sur le fond. Mais c'est comme une montre de poche, en fait. Ok. Elle a un fond qui s'ouvre. Ok. Agus, c'est du coup une montre Non, c'est une montre au poignet. Ok. Mais juste, tu imagines que tu as un double fond qui s'ouvre. Ok. Et tu peux graver quelque chose sur le vrai fond. Ok. Et après, tu le recouvres en le fermant. Et pourquoi ça te fait rêver? Je sais pas, c'est une montre qui est vachement élégante. Je trouve qu'elle a des proportions vraiment parfaites. Ok. Et ça doit être lié aussi. C'est une des premières montres que j'ai vues aussi, je crois. Mais ça m'est resté dans l'esprit. Okay. Je l'ai découverte à Bâle aussi. Patek la montre Philippe. Patek Philippe. Officier. Ouais. Elle est juste super élégante. Ok. Bah écoute, très bien. Hein, je pense qu'on a fait, on a fait ton top 3. Est-ce que, voilà, tu... la montre sportive, ce serait Breitling, évidemment. Breitling, ouais. Ok. C'est ce que j'avais répondu, en fait. Bien sûr. On imagine qu'il y a un jeune qui t'écoute, là, qui écoute le podcast, et voilà, qui a 1000, 2000 euros de budget pour s'acheter sa
sa première montre mécanique, sa première belle montre mécanique, et que tu le rencontres dans un corner ou dans une boutique Raketa à Saint-Pét, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est quoi l'histoire et qu'est-ce que tu aimerais transmettre de Raketa? Pour porter une Raketa, déjà, je lui dirais, il ne faut pas avoir peur de se démarquer de la marque, parce que tout le monde a des marques, en fait, toujours un peu les mêmes. Et quand tu fais le choix d'acheter une montre russe qui n'est pas faite en Suisse, mais en Russie, avec un autre mouvement et avec je sais pas, des aiguilles qui vont dans le sens inverse des aiguilles du montre, ou alors un Big Zero, ou alors 24 heures, c'est inhabituel. Et beaucoup de gens sont très conformistes, ils ont très peur de se démarquer de la masse. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur que les gens vont t'aborder dans la rue et te dire « mais c'est quoi ça ?» Et moi, ça m'arrive. Des gens qui voient la Big Zero, ils disent « mais c'est quoi cette montre ?» Et je lui dirais aussi que s'il veut une montre qui est vraiment authentique, avec une vraie histoire, c'est-à-dire que n'importe qui porte une Raketa peut parler de sa Raketa pendant 5 minutes. Et ça, c'est assez rare parce qu'on a peu de modèles, on a 9-10 modèles, mais chacun de ces modèles a un storytelling qui est non seulement très fort, mais il touche pas, mais authentique aussi. C'est-à-dire que quand on fait des montres pour cosmonautes, Raketa a vraiment toujours fait des montres pour cosmonautes qui sont portées dans l'espace. C'est pas juste nous qui disons « ah, c'est cool de faire une montre pour cosmonautes », mais on n'a aucune légitimité. Les montres pour sous-mariniers qu'on fait, on en a toujours fait parce que la manufacture est basée juste à côté de la mer Baltique. Il y a des bases de sous-mariniers. Et Raketa a toujours fait des montres pour sous-mariniers, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est authentique à 360 degrés. Et je dirais, si tu aimes ça, alors c'est une marque niche, c'est pas la marque mainstream qui est connue dans le monde entier. Les gens ne vont pas la reconnaître comme une Frank Muller qui prouve que tu es vachement riche et successful. Mais si tu aimes bien les marques niches, si tu aimes bien des trucs authentiques et ça n'a surtout pas peur de te distinguer de ce que font les autres, Raketa, c'est vraiment pour toi. Et j'en profite. C'est qui le client Raketa aujourd'hui? C'est tout le monde. En Russie, c'est des gens, très souvent, ils ont déjà 2-3 montres suisses, ils ont testé, et puis ils reviennent à la maison. Ils reviennent, ils se disent c'est vachement intéressant. À l'étranger, c'est un peu pareil, c'est des montres c'est des gens qui aiment la belle mécanique, qui aiment les montres originales. Et c'est des gens souvent qui ont déjà quelques autres montres, et puis ils s'intéressent à nous. Et surtout, à l'étranger, ce que les gens apprécient, c'est que c'est le prix qui est extrêmement abordable. C'est quoi, du coup, la gamme de prix? Le prix moyen, c'est 1 800 €, 1 700 € TTC. Et franchement, pour une montre manufacturée avec son propre mouvement, avec les complications dans le sens inverse des aiguilles du montre, avec un storytelling aussi fort, avec des designs historiques aussi iconiques, c'est pas cher du tout quand tu compares aux montres équivalentes. Et c'est pour ça que quand on participe à toutes ces foires horlogères comme en marge de Geneva Watch Days, non, on est dans des Geneva Watch Days. Watch and Wonders et toutes les autres, on est souvent la marque la moins chère, mais en termes de positionnement, on est accepté parmi toutes ces autres marques parce qu'on a une vraie manufacture qui fait son échappement, son spirale, et c'est hyper prestigieux. Et les gens voient qu'on fait un travail de qualité en termes de contenu, de communication, donc on est complètement accepté dans ce monde de marques haut de gamme et même luxe. Merci infiniment pour ton temps. C'était passionnant, on pourrait encore en discuter 4 heures, mais tu as un emploi du temps serré et je vais pas abuser de ton temps. Tu repars à Moscou là? Je repars ce soir. Et d'ailleurs, comment tu divises ton temps, toi, entre l'Europe, Moscou, Londres? Tu vis à Moscou? Je vis à Moscou, mais je fais beaucoup moins de voyages maintenant en Europe parce que c'est beaucoup plus compliqué et plus cher. Donc les fonctions support là, elles sont à Moscou? C'est quoi du coup? La manufacture est à Saint-Pét et la prod est à Saint-Pét et à Moscou on a tout le marketing, le design, l'administratif, tout ça. Évidemment pour des raisons de simplicité par rapport, j'imagine. C'est la capitale surtout. Et je voulais pas déménager. Très bien. Et alors je t'ai coupé du coup, tu me disais plutôt Moscou, tu restes une bonne partie de l'année à Moscou? Je vais beaucoup au Moyen-Orient, on a 6 points de vente au Moyen-Orient, on sort 2 collabs avec des grandes marques du Moyen-Orient d'ici la fin de l'année, donc il y aura des événements. Tu peux les citer ou pas encore, les marques collabs? Non. Non, pas encore. Mais tu les connaîtrais même pas, mais imaginons que ça arrive à l'oreille de quelqu'un. Voilà. Donc c'est des marques locales finalement. C'est des marques locales, oui. Mais parce qu'on a commencé à développer le Moyen-Orient il y a 2 ans, donc on est vraiment en train de l'activer. Et en Europe, malheureusement, je viens moins parce qu'il n'y a pas de vol direct, c'est beaucoup plus long, mais
Je viens Ok. 2-3 fois par an quand même. Ok. Bah, Ah oui. je viens, je Non, serai non, la prochaine fois, en tous les cas, je serai au Watch and Wonders en mois de mars à Genève. Ok. Raketa, du coup, sera présent au Watch and Wonders. Non, ils nous ont proposé d'être présents, mais ça coûte tellement cher. Ok. Je n'ose même pas dire c'est quel prix. Je me rends pas compte, mais j'imagine C'est- que ça doit être stratosphérique. Tu ne peux même pas imaginer à quel point ça coûte cher. Et donc Ok. tu as plein de marques qui s'organisent pour exhiber en marge de Watch and Wonders. Donc Watch Ok. and Wonders, c'est à côté de l'aéroport. Ok. Et nous, on est autour dans les grands hôtels de luxe. Dans les Bord du lobbies, lac de du Genève. coup. Non, c'est vache. Non, pas dans les lobbies. On loue une suite Ok. avec une super terrasse, avec vue sur le lac de Genève et la fontaine là. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Ok. Et il y a une trentaine de marques comme ça qui s'organisent en marge de Watch and Wonders. Et C'est le Watch 100 and fois Wonders moins cher. off, du coup. Exactement. C'est rigolo. Et ça s'appelle comment cette. Ok. Tout le monde dit Watch and Wonders, tu viens à Watch and Wonders. Mais Ok. on n'est pas officiellement dans ces locaux qui sont à côté de l'aéroport. Ok. Mais ce sera pendant les dates, j'imagine, de la Bien Watch sûr, and c'est Wonders. exactement Quand tout le la monde même sera. Ouais. Quand tout le monde y sera, bah écoute, rendez-vous est pris. Merci infiniment pour ton temps. Écoute, moi, si je passe à Saint-Pète, j'irai avec grand plaisir, si tu m'autorises, Bien voir sûr. la manufacture. On peut voir la manufacture? Bien sûr, on montre tout à tout le monde. Si tu viens nous voir, tu verras comment on fait le spiral. Il y a plein de Suisses qui sont venus nous voir et ils nous disent wow, on a vu des opérations qu'on n'a jamais vues en Suisse parce que tout est tellement confidentiel en Ok. Suisse que ils te montrent, même à des journalistes, parfois ils leur montrent pas comment ça marche. Ok. Et nous, on montre tout. Ok, merveilleux. Et bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir la marque Raketa. Donc allez sur le site raketa.com tout simplement. Et moi je vous invite du coup à laisser des petites étoiles sur Spotify, Apple Podcast, et on se retrouve pour du coup une prochaine interview rapidement, une prochaine émission. Merci à toi. Merci à toi. Merci infiniment pour ton temps et on se dit à très vite. Salut les amis. Et merci à Thierry Gasquez qui a permis cette rencontre. Ouais, merci Thierry. Merci à toi de passionhorlogère.com. Vous pouvez du coup le découvrir sur le site passionhorlogère.com. À très vite.